Pour introduire, avant de faire un petit tour de table, parce on est encore un nombre suffisamment petit pour pouvoir faire un tour de table de chaque participant. Pour introduire, on se réunit aujourd'hui pour discuter et échanger sur la question de l'avenir des travailleurs des ZAT une fois qu'ils sont à la retraite. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une situation où l'évolution démographique est très positive, l'espérance de vie en bonne santé est de plus en plus grande. Le problème étant qu'on a assez peu de données sur les personnes en situation de handicap qui sont confrontées aux difficultés d'accès à un environnement, à des services et à un accompagnement adapté à leurs attentes et à leurs souhaits et adapté aussi à ce qu'ils souhaitent et voudraient bien réaliser dans leur projet de vie. Également, on a des services assez cloisonnés entre le soin et l'accompagnement médico-social. Il y a assez peu de communication, en tout cas pas assez. Et les initiatives et innovations qui existent sont encore assez à la marge. Ça reste de l'initiative d'associations spécifiques et pas forcément toujours reproductibles. Les outils ne sont pas encore développés pour que ce soit essaimé dans le territoire national. Et puis, on ne communique pas forcément assez sur tout ce qui existe actuellement et qui serait bon pour les professionnels comme pour les personnes en situation de handicap qui sont en attente. Donc, pour faire un rapide tour de table sur les personnes qui vont vous présenter, mais elles se présenteront elles-mêmes juste après. Donc, je suis Salomé Ertebise, je viens de prendre mes fonctions à l'UNAPI de France en tant que déléguée régionale et je distribuerai la parole. Donc, n'hésitez pas à lever la main, on vous laissera la parole juste après. Pour vous présenter la démarche, Gwenaëlle Planchin qui va se présenter juste après, qui est chef de projet à un avenir après le travail. Et puis, on aura aussi un retour d'expérience d'une animatrice retraite qui est aujourd'hui avec nous, et merci à elle de nous donner un peu de temps, Marie Bosquet. Donc, je laisse la parole tout de suite à Gwenaëlle pour qu'il se présente et pour qu'il lance le petit tour de table pour que tout le monde puisse échanger. Bonjour à tous, bienvenue dans ce temps d'échange. Gwenaëlle Planchin, je suis responsable de projet donc à l'association Un avenir après le travail Île-de-France et j'ai eu la chance dans mon parcours professionnel de développer en fait ce dispositif tout d'abord en région Bretagne et puis après de le partager sur différentes régions de France. Je vous présenterai un petit peu l'histoire de ce dispositif de cette démarche. En tout cas, merci d'être aussi nombreux ce soir. Peut-être du coup pour faire connaissance, je propose un rapide tour de table dans lequel vous pouvez dire comment vous nommez et puis éventuellement de quelle association vous venez ou quel établissement ou structure. Et puis un petit peu en quoi ce sujet-là, il vous intéresse, il vous interpelle. Enfin, voilà un petit peu ce que vous aimeriez trouver dans ce temps d'échange. Je commence alors à ma droite, j'ai Monsieur Jacques Dejean. Oui, bonsoir. Donc, moi, je suis le père d'une fille handicapée qui travaille dans un ESAT, une école à de Paris aussi. Et comme elle a 52 ans, ben, je me dis que la retraite, ça peut venir dans quelque temps. Voilà. Bien, merci. Euh, alors j'ai l'ADAPI 77. Sandrine Gouche, je suis directrice de territoire et donc je dirige 4 établissements et services sur l'ADAPI, dont un foyer d'hébergement qui reçoit donc des personnes en situation de handicap travaillant et vieillissant. D'où mon intérêt aussi pour cette conférence. Voilà. Donc l'ADAPI 77 d'ailleurs est adhérente. Oui, tout à fait. Très bien. Merci. À côté de moi, j'ai Madame Claire Navot. Oui, bonjour, j'arrive pas à mettre l'image, je suis désolée.
pense que vous m'entendez quand même. On vous entend parfaitement. Moi, je suis bénévole au Papillon Blanc de Paris, en charge de l'accueil des familles. Et on est effectivement sollicité par des parents d'enfants ou des frères et sœurs hein, d'enfants, enfin de personnes handicapées vieillissantes qui travaillent ou qui ne travaillent plus, et avec la question qui se pose de leur avenir. Voilà. À vous, à côté de vous, il y a Inès Guillot. Oui. Hop, oui, bonjour. Donc, je suis chef de service depuis peu sur le SAVS du SAFMA, de l'association Vie à Venir sur Paris. Et notre SAVS accompagne des personnes en situation de handicap mental âgées, donc pré-retraités ou retraités. Et donc, sur notre association, on a aussi alors, c'est pas encore une plateforme, mais on espère que ça va tendre à le devenir, un espace qu'on appelle le pôle senior, où on fait des interventions sur des ESAT ou ailleurs d'ailleurs, pour présenter un petit peu la retraite pour les personnes en situation de handicap. Et donc, je suis envoyée par ma directrice et par toute l'association, par les services, pour écouter ce webinaire. Merci, merci beaucoup. À côté de vous, il y a Madame de Clermont-Tonnerre. Bonjour, je suis directrice de l'ESAT Ovia, Paris 16. J'ai 25% de mon effectif qui est en âge de bientôt la retraite. Et donc, comme c'est important, je voulais aussi écouter et savoir ce que ça pouvait apporter. Merci. Merci beaucoup. Madame Jacqueline Landon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Alors, ah bon. Alors, donc moi, je suis maman d'une jeune femme de 50 ans qui a été diagnostiquée trisomie 21, mais qui finalement a une maladie rare et pas une trisomie 21. Elle travaille en milieu ordinaire dans un McDo et elle a un problème ostéo-articulaire du genou et elle travaille du coup pour un À couper. Oui. Alors, on vous entend pas bien, ça coupe. Je vous propose, on reviendra juste après ça sur votre présentation, mais là, peut-être que la connexion n'est pas très bonne. Je vais passer la parole à Madame Dello et puis on reviendra vers vous. Oui, bonjour. Donc, Alizée Deilo, je suis chef de service au sein de l'ESAT, les ateliers de Paul-Angis, qui fait partie de l'association Apogée 94. Donc, il me semble qu'on vient de s'affilier à vous. Et donc, nous, au sein de notre établissement, on avait déjà un dispositif de préparation au départ à la retraite qui a été mis en place depuis maintenant 5 ans. Donc là, l'idée, c'était de voir aussi ce qui pouvait être complémentaire à ce que vous proposez pour optimiser notre procédure en interne. Bien, merci beaucoup. J'ai EVA. Alors, on vous entend pas. Ah. Un peu aussi le micro. Ah, bon. Écoutez, à ce moment-là, je vous laisse éventuellement vous présenter par SMS. Et puis, alors, maintenant dont je la vois plus. Ah, ça y est, c'est revenu, c'est revenu. Ça y est, on vous entend, on vous entend. Voilà, je vous laisse terminer votre présentation. Vous avez entendu la fin que j'ai dit pour l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21 et le thème mars 2024 sur le thème le vieillissement des personnes avec trisomie 21 avec un thème travail, logement, etc. Donc voilà. Et d'ailleurs, je fais appel à on voudrait faire une réunion d'organisation avec évidemment quelqu'un de l'UNAPI. On s'est réunis ce matin. Alors, et je voulais savoir, puisque j'ai la chance d'avoir les gens de l'UNAPI Île-de-France, à qui je dois m'adresser pour faire partie de ce petit collectif de préparation. Je vais vous mettre mon adresse mail dans les commentaires et vous m'envoyez votre demande par mail après le webinaire pour qu'on puisse en parler ensemble.
des personnes prieurées, prieurs, point éduc. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Je me Parfaitement. présente. Je m'appelle Séverine Jean, je suis éducatrice dans un foyer d'hébergement qui est rattaché à l'association Estia. Notre public, ce sont des personnes en situation de handicap mental qui travaillent et qui sont vieillissantes. Cette formation du webinaire a été vivement conseillée par notre chef de service parce que c'est vrai que la retraite est un grand questionnement actuellement parce qu'on a beaucoup de personnes qui vieillissent et qui sont proches de la retraite avec peu de solutions d'accueil, où on a des départs précoces en retraite et souvent on est un peu démunis. Il nous manque un peu, c'est surtout avoir des éléments, des choses pour pouvoir les accompagner au mieux dans cette démarche de départ en retraite. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ai Monsieur ou Madame Boulanger. Oui, bonjour à toutes et tous. J'ai un petit souci caméra, donc vous me pardonnerez mon intervention non visible. Le sujet m'intéresse puisque d'abord, en premier lieu, je suis administrateur de l'UNAPI Île-de-France et délégué en vice-présidence à différentes actions. Le deuxième point, pour avoir siégé et présidé et vice-présidé pendant une dizaine d'années la MDPH du Val-de-Marne au sein de la CDAPH, évidemment que le parcours des personnes m'intéresse beaucoup, à la fois en lien avec les pratiques disparates dans les départements que les unes et les autres peuvent connaître, les disparités des subventions, des projets éventuels. On n'est pas éloigné d'une actualité plein emploi dans laquelle vous aurez remarqué qu'on n'a pas du tout abordé le sujet des personnes en situation de handicap que nous représentons toutes et tous. Et le dernier point, c'est tout simplement parce qu'on apprend tous les jours. Je vais apprendre avec vous toutes et tous. Voilà. Merci. Je vais donner la parole à Marie Bosquet, alors qui la reprendra tout à l'heure plus longuement, puisque nous l'avons invitée à venir témoigner de son expérience dans la démarche Un avenir après le travail. Bonjour, donc moi je suis, alors excusez-moi, j'ai un problème de voix. Je suis coordinatrice de projet et plus particulièrement animatrice Un avenir après le travail au sein de notre ESAT. Donc notre ESAT se situe en Seine-et-Marne, plus particulièrement à Ozoir-la-Ferrière. On dépend de l'association, enfin plus particulièrement de la fondation Hélène Poidat, qui a deux ESAT et donc du coup je travaille au sein de ce pôle ESAT avec une autre collègue sur le dispositif Un avenir après le travail qu'on met en œuvre depuis maintenant plusieurs mois, pour pas dire maintenant années, ça y est, on peut le dire. Ça fait plus d'un an qu'on est rentré dans le dispositif. Donc volontiers, je partagerai mon humble petite expérience et puis je répondrai à vos questions dans la mesure de mes possibilités. Marie. Du coup, pour peut-être présenter un petit peu l'organisation de ce webinaire, je vous propose tout d'abord alors c'est la fondation Poidatz, Poidatz. Je vais vous présenter d'abord un petit film voilà, qui présente un petit peu qui introduit en tout cas la démarche, puis après un diaporama, si vous voulez bien, qui va présenter un petit peu les différents, à la fois les enjeux qui ont été identifiés, ce qu'en disent aussi les personnes concernées, et puis après comment la démarche elle est proposée aujourd'hui, notamment en Île-de-France et puis sur différentes régions. Et puis après, alors justement, Marie Bosquet prendra un petit peu la parole pour nous témoigner justement concrètement, voilà, comment ça se met en place dans un établissement ou dans des services, en tout cas médico-sociaux. Et puis alors, on donnera la parole aussi à une personne concernée. Alors malheureusement, elle ne peut pas être en direct avec nous, mais Marie Bosquet l'a interviewée. Voilà, donc on aura aussi une interview. Et pour tous les éléments vidéo, j'espère que vous avez euh, une bonne bande passante, voilà, pour qu'en tout cas les vidéos passent bien. Donc on va lancer. Je vais partager mon écran.
Voilà, donc un petit film tout d'abord de présentation. Si je peux me permettre, est-ce normal Oui. qu'il n'y ait pas de son? Ah non, alors c'est pas normal. Pardon, excusez-moi. On va recommencer. Alors, hop, moi qui ai oublié, pardon, de cliquer sur un bouton. Ici. La retraite, une étape essentielle dans un parcours de vie qui concernera d'ici 5 ans un quart des travailleurs en ESAT. Source d'interrogation, voire d'inquiétude, la retraite implique un changement important des habitudes de vie. Jusqu'à présent, les départs à la retraite, peu nombreux, étaient gérés par les ESAT au cas par cas. Mais l'augmentation du nombre de retraités bouleverse les habitudes des établissements. Une dynamique s'est donc mise en place, impliquant les personnes accompagnées en ESAT bien sûr, mais aussi les acteurs de la gérontologie, de l'aide à domicile, de la vie associative et sociale, ou encore ceux des secteurs de la santé ou des institutions. Jean-Jacques Lebras a 68 ans. Après une vie professionnelle passée à l'ESAT de Landivisiau, il a pris sa retraite il y a 9 ans. Et faute de place ailleurs, il est resté vivre dans son ancienne ESAT. Il intégrera cette maison de retraite dans 8 mois. En attendant, pour s'habituer progressivement, il vient manger plusieurs fois par semaine, participer aux activités et s'occuper du jardin de la résidence. Si Jean-Jacques est resté dans son ESAT malgré les propositions qui lui ont été faites, c'est parce qu'il ne voulait pas s'installer loin de Landivisiau. C'est là qu'il a travaillé pendant des années, c'est là qu'il a ses connaissances, ses amis. Appartement, maison de retraite avec ou sans accompagnement éducatif, foyer médicalisé, famille d'accueil, des solutions existent, mais ne sont pas toujours adaptées aux anciens travailleurs en ESAT. Il n'existe pas de solution adaptée à l'heure actuelle à ce public. Nous faisons du bricolage sur des solutions existantes, une installation en logement autonome avec différents services, ou alors une entrée en structure, mais qui ne répondent pas forcément aux attentes des jeunes retraités d'ESAT. Annick Monnier habite Rennes. Travailleuse en ESAT, elle prendra sa retraite dans 2 ans. Et ce qui l'inquiète beaucoup, c'est l'accès aux activités de loisirs lorsqu'elle sera à la retraite. Ça fait toujours quand même un petit peu peur d'accueillir dans des activités des personnes qui sortent d'ESAT. Pourtant, comme tous les retraités, de nombreux anciens travailleurs d'ESAT souhaitent s'investir dans la vie associative, y compris pour y faire du bénévolat et y proposer leurs compétences. Alors, pour que les structures et les personnes en situation de handicap se connaissent mieux, des animations de territoire ont été mises en place. L'idée, inviter les structures à visiter des ESAT et vice-versa. Pour qu'il y ait moins d'appréhension à accueillir après des personnes travailleurs handicapés en retraite chez eux. Aujourd'hui, Jean-Yves Lescope, accompagné de l'infirmière de son ESAT, est venu réaliser un bilan dans le centre des examens de santé de la sécurité sociale de Saint-Brieuc. Car à quelques années du passage en retraite, il est plus que jamais important pour lui de penser à sa santé. L'élaboration d'outils pédagogiques et la mise en lien avec les acteurs de la prévention permettent aux personnes d'être et de rester actrices de leur santé. Et après, je suis parti à l'armée. Parce que là, il y a 2 années qui ne sont pas... Journée chargée pour Michel Pauillac. Aujourd'hui, il participe à une journée d'information retraite proposée par la CARSAT. Ce matin, il a assisté à une réunion sur la retraite et ses démarches. Cet après-midi, il rencontre un conseiller de la CARSAT puis de sa caisse de retraite complémentaire pour faire le point sur ses droits. L'idée, c'est de ne pas perdre l'accès aux droits des travailleurs en ESAT. Donc nous souhaitons pouvoir faire une mise à jour de la carrière bien en amont avant l'âge de départ à la retraite afin d'expliquer les démarches et éviter ainsi toute rupture de ressources au moment du départ à la retraite. Aujourd'hui, les outils développés par les collectifs Un avenir après le travail, notamment en matière d'information et d'orientation, sont utilisés de plus en plus par tous les retraités et futurs retraités, et plus seulement par les travailleurs en ESAT. La preuve que les thèmes du handicap et du vieillissement ne doivent plus être appréhendés de façon cloisonnée.
il y a deux politiques catégorielles qui sont la politique du handicap et la politique du vieillissement, qui sont des politiques parallèles. Or, on l'a appris à l'école, les parallèles ne se rencontrent pas. Par conséquent, nous sommes obligés de changer de posture, nous, élus, et de dire à nos services, attention, là, on arrête de travailler en parallèle, nous allons traverser en transversalité, c'est-à-dire que nous allons scier la pyramide. Alors on déstabilise le tout. C'est extrêmement déstabilisant pour les élus et les services, c'est extrêmement intéressant en termes de résultats. Le dispositif Un avenir après le travail sur plusieurs régions associe localement retraités et futurs retraités en situation de handicap, acteurs locaux et professionnels de l'accompagnement médico-social à la co-construction d'une retraite inclusive. Pour Annick, Jean-Yves, Michel et Jean-Jacques, la retraite est une réalité qu'ils abordent avec plus ou moins de sérénité. Ils seront peut-être des retraités pas comme les autres, mais comme les autres, ils seront des retraités. Voilà, donc un petit film de présentation. On le voit qui a quand même une couleur un peu bretonne, puisque en fait, Un avenir après le travail est une démarche qui est née en Bretagne dans les années 2011-2012 environ. Et puis, suite à son développement en région Bretagne, ensuite la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, a soutenu et a souhaité d'ailleurs que cette démarche soit partagée au-delà de la Bretagne. Et donc en 2021, en Île-de-France, a été créée l'association Un avenir après le travail Île-de-France. Elle regroupe aujourd'hui 16 associations adhérentes. Et la démarche qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est une démarche à la fois coopérative, globale, inclusive, et qui apporte en tout cas de l'outillage, surtout aux personnes concernées, aux accompagnants aussi, à leur famille, et également de l'outillage pour les acteurs de la retraite, les acteurs du vieillissement, aujourd'hui pour pouvoir mieux prendre en compte les personnes concernées. Alors, faire prévenir, on n'a pas la baguette magique. Par contre, on a développé des méthodes, des outils, des démarches aussi, des outils coopératifs qui tendent à faciliter en tout cas cet accompagnement. Maintenant, on pense aussi que finalement la retraite, il faut aussi la mettre au travail. Donc, il y a un petit peu de travail quand même sur la question. Alors aujourd'hui, l'association en Île-de-France, elle est composée de différentes associations. Il y a des premières associations donc, qui ont été fondatrices ici en Île-de-France, puis d'autres associations qui les ont rejoints. Et effectivement, vous avez raison d'indiquer aussi, il faudrait rajouter là en 2023, en tout cas parce que c'est officiellement pas encore tout à fait fait, mais le souhait a été donné, en tout cas que la POGI également aussi rejoigne la démarche. Alors, en ouverture, Salomé Heurtebise vous disait qu'effectivement, c'est aussi une question démographique aujourd'hui dans les ESAT. Si on regarde un petit peu la courbe de couleur bleu ciel, jusqu'à présent, on était un peu en capacité d'accompagner un petit peu les personnes, en fait, individuellement, au cas par cas, puisqu'il y avait 2 départs en retraite et selon les années. Et puis aujourd'hui, on voit que c'est la courbe bleu marine hein, qui se présente à nous et encore, elle s'est encore décalée vers la droite. Donc on arrive à un nombre important là aujourd'hui, entre 20 et 25%, voire même un peu plus là, sur certains départements, mais environ 25% en tout cas en France, de personnes qui ont plus de 50 ans aujourd'hui dans les ESAT et du coup pour lesquelles la retraite va se présenter entre 5 et 10 ans environ. Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est que derrière ce qu'on pourrait appeler cette vague, le fait qu'on a un nombre important là, de personnes qui arrivent en retraite, derrière aussi, c'est une ligne droite. Ça veut dire qu'en fait, la question de la retraite va être
avec ces proportions-là, entre 20 et 25%, va être une question permanente. Donc, on se dit qu'en fait, aujourd'hui, il faut surtout qu'on construise et qu'on structure des réponses durables. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur ces questions statistiques. Et puis peut-être, vous l'aurez entendu, je parle peu ou rarement de départ en retraite. Quand on traduit du breton, partir en retraite, en fait, ça se dit, voilà, arriver. Et du coup, on se dit que en fait, ce qui va être important, c'est de construire l'arrivée. Voilà. Alors, quand on écoute les personnes concernées, elles nous disent beaucoup de choses fort intéressantes. Ici, je vous ai mis un extrait du document réalisé par l'association Nous aussi, qui a été édité en 2013, intitulé Le vieillissement, et dans lequel, en fait, on entend un certain nombre de choses importantes sur le souhait d'avoir aujourd'hui des informations accessibles sur les droits, sur les aides, sur les ressources. L'importance aussi de pouvoir, comme tout à chacun, à la retraite, pouvoir faire plein de choses, être en relation aussi avec des amis, pouvoir découvrir de nouvelles activités ou les poursuivre. Le fait de pouvoir aussi rester en bonne santé le plus longtemps possible. Donc derrière, c'est aussi l'accès à la prévention et également l'accès aux soins. Et puis, enfin, c'est aussi, dont on sait que c'est important de pouvoir choisir là où on veut vivre avec, voilà, différents, en tout cas, que les priorités des personnes, elles puissent être prises en compte en termes de domicile, de quartier, de proximité avec des familles ou des amis. Et donc, quand on écoute ça, et puis nous, après aujourd'hui, quasiment 12 ans d'expérience, en fait, se dessinent les 4 thématiques importantes dans la préparation à la retraite. Les droits et ressources, c'est un passage souvent un petit peu complexe qu'on essaye justement aujourd'hui de simplifier. Le logement et l'accompagnement qui va dans ce logement, pouvoir du coup à la fois évaluer ses besoins et puis découvrir peut-être aujourd'hui des réponses un peu diverses et variées et surtout des réponses multiples. La question de la vie sociale, voilà, nous on aime à dire qu'arriver en retraite, c'est continuer son métier d'homme et de femme, et c'est certainement l'exercer différemment. Ça veut dire aussi que justement, la compétence prend pas sa retraite et que justement, très certainement, on a envie aujourd'hui à la retraite de pouvoir développer aussi ses centres d'intérêt, ses relations. Et puis, sujet aussi ô combien important de pouvoir être et rester acteur de sa santé. Alors, autour de ces 4 thématiques qui vont être un des piliers, on s'est rendu compte que dans les situations notamment de rupture au moment du passage en retraite, c'est-à-dire on a été sur plusieurs régions, on a été interviewé des retraités d'ESAT qui vivaient finalement une retraite insatisfaisante. Et quand on les a interrogés, ils nous ont dit, mais en fait, nous, on n'avait pas été accompagnés, on n'avait pas préparé notre retraite. Et du coup, quand on leur a demandé, c'est quoi alors préparer sa retraite pour eux, c'est ce qui était important, c'était de dire, en fait, on ne sait pas à qui s'adresser quand on a des besoins. Et du coup, l'importance aujourd'hui de pouvoir être accompagné vers le droit commun, c'est-à-dire de pouvoir être intégré à la fois à un tissu social, mais également aussi à des réponses de proximité destinées aux personnes âgées et retraitées. Alors, dans les risques, on voit ces problématiques de non-recours, de rupture administrative, de perte de revenus aussi qui ont pas été suffisamment anticipés. Des problématiques d'isolement social, ça, c'est des sujets qui reviennent très régulièrement. Et puis, des solutions de logement et d'accompagnement qui finalement sont pas dans ça ne correspondent pas en fait aux aspirations des personnes ni à leurs besoins. Et puis enfin, on voit aussi malheureusement des situations aussi des fois de dégradation rapide des conditions de santé, des fois liées à l'isolement, liées à un logement inadapté, ou alors même aussi des fois à du non-recours à certains droits aujourd'hui en termes de ressources. Donc, quand on regarde un petit peu ces différents risques, les différentes thématiques,
Un avenir après le travail s'est dit que, et puis quand on a surtout travaillé avec les premières personnes retraitées, elles nous ont dit qu'il y avait deux choses importantes à prendre en compte, c'est-à-dire à la fois la préparation, et que cette préparation ne devait pas arriver au dernier moment, que c'était une forme, il y avait une nécessité à un moment donné d'anticipation. Et donc, ça impliquait, en tout cas, un accompagnement aujourd'hui efficient là, de la part de nos organisations médico-sociales dans la préparation, mais aussi et surtout une coopération avec les acteurs de droit commun locaux là, pour avoir aujourd'hui des réponses, que les réponses qui sont destinées aux retraités puissent s'adresser à tout retraité et de façon accessible. Et donc, ça a amené effectivement cette démarche aussi de pouvoir développer l'accessibilité des réponses de proximité. Alors, un avenir après le travail, finalement, c'est un travail qui est toujours à trois. Voilà. C'est-à-dire que dans toutes les actions qui sont menées, il y a les personnes concernées, tout d'abord. On aurait souhaité qu'elles puissent être là en direct, mais du coup, elles vous comparent d'un témoignage en vidéo. Mais ce qui est important, voilà, c'est de pouvoir rendre les personnes auteurs et actrices, en fait, de cette étape de leur existence. Et quand on commence à travailler avec eux, justement, autour de leur projet de vie, il y a plein de choses qui émergent. Mais pour ça, ben voilà, ça veut dire prendre un petit peu le temps en amont, d'avoir des outils aussi de recueil des aspirations pour permettre aux personnes de choisir, décider de cet avenir qui les concerne. Et puis, c'est aussi pour toutes les structures médico-sociales, que ce soit les ESAT, les foyers, les SAVS, c'est d'avoir aussi à la fois de pouvoir identifier les différents enjeux qui se présentent dans cet accompagnement-là, et puis d'avoir aussi les moyens. Voilà, à la fois les moyens de la réflexion, de la mise en œuvre. Puis pour les acteurs de droit commun, en fait, ça va être de pouvoir les aider à développer leur accessibilité. Ça veut dire qu'on va contribuer à ce qu'ils deviennent un environnement inclusif. On va les aider à trouver la façon d'apporter des réponses adaptées. Donc, finalement, dans cette démarche, on se rend compte que les essentiels, en tout cas les points d'appui importants, c'est de pouvoir être informé pour connaître, choisir, décider, former les professionnels justement sur cette identification à la fois des enjeux et puis des ressources qui existent sur les territoires. On va créer, en fait, j'y reviendrai après, des animations locales qui vont permettre à la fois aux personnes justement de découvrir ce qui existe et puis aux professionnels aussi de développer des partenariats locaux. Et puis la retraite, c'est une forme d'horizon à 181 degrés qui se dessine pour les personnes concernées. Et ce qui va être important, justement, ça va être qu'en fait, tout ce que l'on crée, tout ce que l'on développe, tout ce que l'on débroussaille parfois, plutôt que de le faire tout seul dans son coin, ça va être de le partager. Et aujourd'hui, un avenir après le travail, c'est un important réseau, je vais y revenir, avec des outils justement qui permettent en fait le partage. C'est-à-dire que ça permet de ne pas avoir tout à refaire à chaque fois. Donc, on va avoir quatre outils principaux dans la démarche. Tout d'abord, une médiathèque d'outils d'information faciles à lire et à comprendre, notamment, et puis des outils de sensibilisation, des supports, des guides, donc des guides d'information, mais aussi des passeports retraite qui permettent d'identifier pour que les personnes elles puissent avoir des outils dans lesquels elles repèrent un petit peu les différentes étapes, les choses à faire, qu'elles puissent du coup identifier ce qu'elles ont déjà fait, et ce qu'il y aurait besoin encore et nécessairement là de faire dans leur préparation à la retraite. Donc ça, c'est des outils qui sont créés en fait par les animateurs et animatrices retraite. Et ces animateurs et animatrices retraite, en fait, dans le réseau, on les forme. Donc il y a une formation initiale en fait de 5 jours. Et puis après, on va proposer des formations un petit peu régulières, de mise à jour des informations, et puis des temps de rencontre aussi entre animateurs et animatrices retraite. Ça amène le quatrième outil, c'est-à-dire que c'est un réseau de coopération. Dans ce réseau de coopération, on va pouvoir aussi, du coup, développer des conventions partenariales avec les acteurs concernés de la retraite. Et puis, on va pouvoir porter aussi des plaidoyers vers les acteurs des politiques publiques. Ces derniers jours encore, là, on était sur le sujet, un avenir après le travail de France, là, notamment dans le cadre de la loi de programmation là, du financement de la sécurité sociale. Il y a possiblement, en tout cas, il y a des amendements que l'on a portés qui sont à l'étude. Et puis,
voilà, on va accompagner en tout cas aujourd'hui toutes les associations adhérentes à la démarche dans de la méthodologie, voilà, pour justement organiser cette préparation à la retraite en local. Alors la médiathèque, quelques illustrations, voilà, des outils sur téléphone et tablette pour ceux qui sont à l'aise avec le numérique, des vidéos de sensibilisation, de présentation, de découverte aussi des ressources, des passeports retraite, des livrets d'informations faciles à lire et à comprendre, et puis aussi des outils pour les professionnels, notamment avec des outils, enfin soit des outils réflexifs, soit par exemple comme celui qui est présenté là, un recueil de pratiques prometteuses, c'est-à-dire un petit peu des choses qui ont été réalisées à droite et à gauche et qui peuvent être inspirantes. Donc tout ça est partagé dans une médiathèque dans laquelle à la fois les professionnels du réseau l'alimentent et puis à la fois vont chercher un certain nombre d'outils. Aujourd'hui, là en Ile-de-France, on a une médiathèque de plus de 80 outils actuels, 80 supports en tout cas. Ensuite, donc la formation, c'est une formation action, c'est-à-dire que c'est pas se former juste pour apprendre, c'est se former pour mettre des choses en place. Cette formation, elle est construite en 2 temps. C'est une formation de 5 jours, construite en 2 temps. Un premier temps sur surtout comment organiser la préparation de la retraite dans son établissement, dans son service, et en s'appuyant finalement sur des ressources internes. Comment je peux mobiliser différents professionnels à travers ce qu'ils font, à pouvoir répondre, anticiper aussi certains enjeux, voilà, pour ne pas s'y prendre à la dernière minute. Et puis, il y a un espace de 6 semaines qui est proposé là aux professionnels pour commencer à mettre des petites choses en vente. Et puis, le module 2 va être tourné autour justement de l'animation du territoire, agir en réseau avec des partenaires pour permettre cette accessibilité et une meilleure participation sociale des retraités. Et à partir de là, la finalité, elle est de pouvoir justement mettre en place une animation de territoire. Juste un aperçu aujourd'hui, voilà, il y a 111 professionnels qui ont été formés déjà en Ile-de-France. En France, on arrive à peu près à 700. Et les animateurs et animatrices retraite, donc, ont ce rôle à la fois d'animation, de liaison, de coordination. Et ils travaillent en lien, en tout cas, dans cette mise en place d'animation, avec les travailleurs, forcément, de l'ESAT et de l'association d'appartenance, avec les acteurs de droit commun du territoire, avec leurs collègues aussi des établissements et services, et avec le réseau régional Un avenir après le travail. Donc c'est vraiment des animateurs de la démarche. Et il n'y en a pas un, ça n'est pas un référent retraite, c'est vraiment des animateurs et animatrices retraite. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas du tout seuls dans leur coin, c'est pas eux à qui on confie la préparation de la retraite. Par contre, ils développent avec d'autres un certain nombre de choses qui vont être facilitées. On s'est rendu compte, en fait, par expérience, qu'un stage, par exemple, de préparation à la retraite de 3 jours, c'est important, ça fait du bien, enfin, c'est important, mais ça ne suffit pas. Voilà, donc, c'est au regard, en fait, finalement, aussi de ces expériences-là que s'est développée la démarche. Donc, c'est une formation aujourd'hui qu'on propose à nos adhérents sans coût pédagogique. Voilà, c'est-à-dire que notamment pour nos adhérents, ça permet en tout cas d'accéder, en fait, à cette formation. Et tout au long de l'année, on va proposer ici en Ile-de-France entre 3, 4, voire 5 sessions. Ça dépend un petit peu de la demande. Donc, la possibilité de former à peu près entre 50 et 60 personnes par an. On a aussi une proposition de formation là pour les travailleurs d'ESAT, mais du coup pour les futurs retraités. Mais comme il y a aussi d'autres propositions faites par des organismes de formation, mais c'est aussi quelque chose que l'on peut proposer en tout cas aussi aux adhérents de la démarche. Alors, qu'est-ce que c'est que ces animations de territoire? Ce sont des animations collectives, en fait, dans lesquelles, au départ, ce sont les retraités, futurs retraités, enfin les futurs retraités et les retraités, qui conçoivent un petit peu un programme au regard de ce qu'ils identifient comme leurs besoins, leurs attentes autour de la retraite. Et du coup, collectivement, là, sur un même territoire, ils vont proposer finalement un plan d'action. Et dans ce plan d'action, on va voir souvent qu'il y a l'importance, en fait, d'organiser des rencontres, la découverte aujourd'hui de ce qui existe. Comment aussi ça se passe pour les retraités, voilà, quand ils ont aussi ces mêmes questions. Et donc dans ces rencontres-là, ensuite on va le fait qu'on est à la rencontre des propositions locales,
on va travailler aussi avec ces propositions afin qu'elles soient accessibles aux personnes en situation de handicap. Du coup, schématiquement, ça donne un petit peu ça, c'est-à-dire que collectivement, des animations sont organisées. Elles permettent, comme on l'a vu dans le film, là, par exemple, d'avoir de l'information sur les droits à retraite et à la fois d'organiser des entretiens conseils individualisés. Et puis d'aller à la découverte peut-être de différentes ressources aujourd'hui qui sont sur le territoire. Puis j'en parlerai, on a été retenu là aussi sur des outils aussi de recueil des aspirations des personnes autour notamment du logement et de l'accompagnement. Et puis, ça permet aussi d'aller à la rencontre justement, des clubs de retraités, des GEM, des accueils de jour, enfin, des différentes choses qui peuvent exister sur le territoire. Parallèlement, on travaille aussi, par exemple, avec France Bénévolat sur l'accès au bénévolat des personnes en situation de handicap. On a développé là pareil, des méthodes d'animation qui favorisent vraiment cette possibilité. Et puis, on va développer avec les acteurs de la prévention santé, notamment des actions à la fois de prévention et puis aussi des outils qui vont permettre aux personnes d'être mieux outillées pour prendre en compte leur santé. Alors forcément, on ne résout pas le problème de l'accès aux soins, mais en tout cas, on essaye le plus possible là, de permettre aux personnes du coup déjà aussi d'identifier les choses auxquelles voilà, sur lesquelles il faudra être attentif à la fois être attentif à la retraite et de ne pas attendre en fait d'y être pour pouvoir découvrir aujourd'hui, par exemple, des actions de prévention sur le bien vieillir, etc. Alors voilà, ça donne différents exemples. Par exemple, ça c'est quelques exemples, mais finalement ils sont multiples puisqu'ils sont construits aussi localement avec les différentes réalités de territoire. Tout à l'heure, j'entendais qu'effectivement on a aussi des réalités de politique publique, de financement, d'accès à des actions différentes selon les territoires. Voilà. Et du coup, un exemple, en tout cas, ou des exemples aujourd'hui de partenaires que l'on mobilise sur les différentes thématiques. Ils sont divers et variés, et ils s'intitulent différemment forcément selon les lieux où on se situe, et même en Île-de-France, voilà, selon les départements. La démarche En avenir après le travail, elle a d'abord été lancée en région Bretagne, elle s'est développée. Elle a été soutenue par la Fondation de France à son lancement, puis après par les actions sociales de caisses de retraite. Puis progressivement, la CNSA est venue soutenir cette démarche-là. Elle a été lancée dans différentes régions, dont l'Île-de-France, en fait, au tout début, qui s'est d'abord structurée sur un mode de collectif, et puis en 2021, s'est construite aussi en association. Et puis progressivement, voilà, une démarche qui s'est partagée et qui aujourd'hui voilà, fait presque une diagonale de Biarritz à Strasbourg avec 12 collectifs et 7 sur 7 régions administratives. Voilà, et donc, on est une association aussi interrégionale qui aide aussi tous ces collectifs régionaux en fait à partager, à fonctionner ensemble, à partager aussi leurs initiatives. Ça, un avenir après le travail ne se fait bien sûr pas tout seul, et notamment en Île-de-France, on bénéficie aujourd'hui du soutien de l'ARS, voilà, qui permet ce développement fort aujourd'hui de la démarche. Et puis historiquement, il y a eu aussi pas mal d'acteurs. Je vous en ai mis quelques-uns ici, mais qui ont soutenu en tout cas le développement de cette démarche. Un avenir après le travail, il était important aussi qu'à un moment donné, on puisse confronter un petit peu notre méthode innovante, en tout cas, et puis d'exploration, aussi à est-ce qu'on est dans le bon sens des choses. Et on a eu la chance en fait d'être audité par le Centre de preuve en société inclusive, et qui nous a labellisé, voilà, dispositif efficace. C'est-à-dire que les personnes concernées, les futurs retraités, ont été audités, les professionnels, les partenaires également, enfin, ont répondu à un certain nombre d'enquêtes, et du coup, on a été labellisé dispositif efficace au regard de données probantes internationales, en fait, en termes d'inclusion. Voilà, donc faut dire que la méthode, elle est labellisée. Et puis récemment aussi, on a obtenu le Grand Prix de l'innovation de la sécurité sociale en 2022, notamment dans un partenariat entre Un avenir après le travail et les caisses de retraite, là en particulier celle de Bretagne, mais qui amène aussi à ce que
notamment autour des démarches administratives, des ressources. Il y a des choses qui se développent avec alors les CARSAT en région et la CNAV en Île-de-France. Quand on choisit d'adhérer à un avenir après le travail, donc vous l'aurez compris, en fait, l'association Un avenir après le travail Île-de-France, en fait, est une association d'associations. Voilà, l'idée, c'est de se dire, ensemble, partageons, enfin, développons, en tout cas, cette méthode qui a été éprouvée là depuis un certain temps, et puis qui permet aussi d'accéder à différents outils. Voilà, donc dans l'offre associative, en tout cas, ça permet aujourd'hui d'avoir 3 formations gratuites là, de 5 jours par an, l'accès au réseau de coopération, je crois que Marie Bosquet vous en parlera, l'accès à la médiathèque, l'accompagnement méthodologique aussi pour l'animation du territoire, et puis des développements de partenariats régionaux. Et puis du coup, voilà, c'est une adhésion en tout cas qui est globale, c'est-à-dire qu'au l'instant où une association adhère, à travers cette adhésion annuelle, elle permet en tout cas à l'ensemble de ces établissements et services de disposer de cette offre. Voilà. Alors, on s'était dit que ce qui était important aussi, c'était que vous puissiez avoir, voilà, au-delà de cette présentation un peu, voilà, théorique, c'était que vous puissiez avoir aussi des retours d'expérience justement d'établissements, de services et de personnes concernées qui se sont engagées dans la démarche. C'est pour ça que je vais donner la parole et je la remercie à Marie Bosquet qui a bien voulu répondre à notre invitation. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je n'ai pas beaucoup de voix. Oui, très bien. Ça va? Alors, donc, Marie Bosquet, donc coordinatrice de projet et animatrice retraite à l'ESAT de la Pyramide au sein de la Fondation Hélène Poidat. Donc, nous sommes en Seine-et-Marne et plus précisément à Ozoir-la-Ferrière. Donc, à l'ESAT, en fait, on accompagnait depuis toujours l'arrêt du travail, puisque de fait, c'est un projet réalisé à un moment donné par les travailleurs, mais finalement, il nous manquait des clés. L'ESAT a ouvert en 1994, les premiers travailleurs, progressivement, ont été sur un arrêt du travail. Et donc, soucieux de mieux les accompagner face au nombre grandissant de travailleurs en âge d'arrêter prochainement, notre direction a souhaité nous inscrire dans ce fameux dispositif Un avenir après le travail et nous a demandé de participer à la formation proposée par le dispositif Un avenir après le travail. Notre direction, pour vraiment nous redire l'importance de ce dispositif et de l'accompagnement des travailleurs post-ESAT, l'a inscrit en fait à son projet d'établissement comme axe de travail. Donc, un avenir après le travail, ça signifie que le choix d'arrêter le travail n'est pas une fin en soi, mais vraiment un nouveau départ qu'il faut accompagner. Alors, on avait conscience qu'il fallait anticiper notre accompagnement et qui plus est lorsqu'il y a une structure médico-sociale à trouver, vous le disiez très justement tout à l'heure, nous savons la difficulté à trouver des accueils de jour, foyers de vie ou autres hébergements alternatifs. Donc, des prises de contact, des rencontres, des stages prennent plusieurs mois à se concrétiser. Alors là, l'anticipation et le développement du partenariat sont vraiment 2 clés importantes dans l'accompagnement de ce projet. J'entends des interférences, je pense qu'il y a des micros qui sont restés allumés et qui font qu'il y a un bruit de fond permanent. Donc, notre responsable et moi-même avons réalisé la formation au premier semestre 2022, cette fameuse formation proposée par Un avenir après le travail. Et cette formation, elle est vraiment venue élargir notre regard sur la préparation à l'après-ESAT. Et pourtant, on était déjà habitués à traiter de cette question, à accompagner des travailleurs sur l'après-ESAT. À travers cette formation, on a eu des supports très variés, des jeux de rôle, des témoignages, des partenaires qui nous ont été donnés, des lieux ressources, des dossiers, comme l'a montré tout à l'heure Gwenaëlle Planchin, avec tous les sujets en lien avec l'arrêt du travail.
Et c'est là qu'en fait, on a réalisé que les sujets étaient vraiment peut-être encore plus vastes que ceux qu'on traitait jusqu'à présent. En effet, cela va de l'administratif au budget, au logement, en passant par la santé, les loisirs, les vacances, le bénévolat. Donc la formation, elle est venue rappeler que l'arrêt du travail, ça n'est pas une évidence. Et selon notre expérience de vie, elle peut être vécue très différemment. Alors désormais, en tant qu'animatrice retraite au sein de mon ESAT, mes premiers temps d'accompagnement sont vraiment portés sur ça. Je prends le temps de parler de la manière dont ils perçoivent ce projet de manière individuelle, leurs craintes, leurs peurs, leurs angoisses éventuelles. Je vais partir vraiment de leur représentation, de ce qu'ils savent ou de ce qu'ils pensent savoir. Et on va construire, déconstruire certaines pensées. Alors, je me sens vraiment, moi, portée par le projet d'établissement et le dispositif. Ce sont vraiment des facilitateurs d'accompagnement. Donc, la formation et nos constats nous ont amenés à dire qu'à partir de 45 ans, pour une personne en situation de handicap en ESAT, l'avenir après l'ESAT doit être abordé. Et j'ai même envie d'ajouter, dès l'admission d'un travailleur en ESAT, on lui rappelle qu'à tout moment, il est libre d'arrêter de travailler en ESAT. Donc ça veut dire que c'est dit dès l'admission. Parce que voilà, tout travailleur doit venir librement et doit à un moment donné dans sa carrière choisir librement aussi d'arrêter de travailler. Alors, pour diverses raisons qui lui appartiennent. Donc, le projet de l'après-travail, c'est un projet qui prend du temps, qui doit cheminer, se mûrir. C'est la raison pour laquelle vraiment j'insiste sur, voilà, à partir de 45 ans, alors bien évidemment, à partir de 45 ans, je ne vais pas en parler à tous les travailleurs qui ont 45 ans. Je vais doser. Si j'ai des travailleurs qui pour eux, c'est une telle importance et on voit une pleine vivacité encore à 50, 55 ans. Bon, voilà, on va attendre 55 ans. Mais il ne faut pas attendre trop longtemps parce que leur temps n'est pas le nôtre et ils ont besoin de prendre le temps de mûrir la question de l'après-travail. Et donc, si on veut ne pas être violent dans notre accompagnement, mais vraiment y aller tout en douceur, eh bien, le temps est nécessaire et les années parfois sont nécessaires. Je le vois dans mes accompagnements et notamment avec Eric qui a accepté de faire un petit témoignage tout à l'heure que je vous partagerai. Donc, ce projet en plus, il se travaille avec tous les professionnels qui l'entourent. Donc, à commencer par, bien évidemment, les différents professionnels de l'ESAT dans ma situation, mais aussi les partenaires, les mandataires judiciaires, les familles. Voilà. Alors, nous, on est, comme je vous disais tout à l'heure, vraiment portés et accompagnés par le dispositif Un avenir après le travail, et plus particulièrement par Gwenaëlle Planchin, qui a témoigné et présenté le dispositif jusqu'à présent, ce soir, en tant que référent Île-de-France. Alors, de manière concrète, en quoi il nous aide? Il nous aide déjà à faire réseau au niveau local sur les dispositifs qui existent et ceux qui sont à penser ou repenser pour les personnes en situation de handicap que nous accompagnons. Il nous aide aussi par son soutien qu'il nous apporte en tant qu'animatrice retraite dans les échanges visio mensuels. Elles ne sont pas obligatoires, mais en tous les cas, elles nous sont proposées mensuellement. Donc, c'est le petit coup de pouce mensuel voilà, possible. Et puis, bien évidemment, Gwenaëlle se rend aussi disponible en dehors de ces visios mensuels. Mais l'intérêt de ces visios mensuels, c'est vraiment de continuer de faire réseau, de ne pas se sentir isolé. Moi, j'ai cette chance d'avoir une autre animatrice retraite au sein de la fondation, mais parfois on peut se sentir isolé dans son association, sa fondation, son établissement. Et donc, ces visios mensuelles, elles vont apporter du dynamisme dans notre pratique, un échange autour de notre pratique qu'on ne peut pas toujours avoir au sein de notre établissement. Ensuite, Gwenaëlle organise des rencontres trimestrielles entre animateurs retraite. Et là, on n'est plus sur le format visio, mais on est vraiment en présentiel. Et là, ça va vraiment nous permettre, encore une fois, bien sûr, de partager sur nos pratiques, mais aussi nos difficultés, nos réussites, vraiment se nourrir
sur un temps plus important puisqu'on est en présentiel, se nourrir des expériences des uns et des autres pour découvrir d'autres possibles dans nos accompagnements auxquels nous n'avions pas forcément pensé, d'autres partenaires, voilà, faire encore plus réseau au niveau de notre secteur géographique. Gwenaëlle Planchin propose également d'animer des temps de formation pour les travailleurs aussi en intra et en inter-établissement. Donc là, c'est intéressant. Après avoir proposé la formation auprès des animatrices retraites, il y a aussi ce second temps proposé à destination des personnes concernées par le sujet. Intra, donc c'est au sein même de notre établissement, et inter, ça peut être intéressant parce que les travailleurs de notre ESAT ou les travailleurs du foyer, etc., vont se rendre compte qu'ils ne sont pas isolés dans leur situation, que sur tout un territoire, voilà, ils sont plusieurs à vivre de cette situation. Et rien que le fait de ne pas se sentir seul, ça va déjà être intéressant pour eux pour mieux vivre cette démarche de l'après-ESAT. Et finalement, de dédramatiser cette situation qui n'est pas dramatique, mais qui nécessite effectivement d'avoir des interlocuteurs qui les accompagnent, d'avoir des temps d'échange. Et puis la dernière force d'un avenir après le travail, c'est de nous permettre d'accéder, comme le disait tout à l'heure Gwenaëlle, au site du réseau. Donc il y a le site du réseau et le site propre au réseau Île-de-France, où on retrouve en effet une médiathèque et une vidéothèque que nous pouvons à notre tour aussi alimenter de nos réalisations. Alors, peut-être que ça vous intéresse un petit peu de connaître de manière un peu plus concrète comment, progressivement, je me suis saisie de la démarche d'un avenir après le travail et de la formation pour progressivement la mettre en œuvre au sein de notre ESAT. D'abord, j'ai élaboré une fiche action avec mon autre collègue du pôle ESAT pour partir un petit peu de nos constats qui nous ont amenés de fait à des objectifs, puis amenés à décliner des moyens de mise en œuvre de la démarche d'accompagnement sur l'après-ESAT. Ce projet, bien évidemment, on l'a soumis à notre direction, puis à l'ensemble de l'équipe de l'ESAT, afin que chacun en fait puisse identifier comment nous déployons le dispositif de manière concrète au sein de l'ESAT. Et que chacun saisisse que nous sommes tous un maillon de la chaîne dans l'accompagnement, avec au premier plan en ESAT les moniteurs d'atelier qui sont toute la journée en atelier avec les travailleurs. Donc ça, c'est important. La communication en équipe sur le dispositif. On ne travaille pas seul sur un dispositif. On travaille vraiment en équipe et c'est important que cette démarche, elle fasse sens auprès de toute l'équipe pour mesurer l'importance de la démarche et percevoir comment, à partir de cette démarche, on peut la concrétiser, la personnaliser pour chacun de nos travailleurs en fonction de leurs besoins, de leurs attentes. L'autre démarche ensuite qu'on a réalisée, c'est vraiment l'élargissement de notre réseau progressivement à travers les partenaires locaux. Donc, ça se fait plus particulièrement quand on accompagne un travailleur à partir de ses attentes, quand il va nous dire « Ah mais moi, j'ai telles et telles aspirations, j'aimerais tellement pouvoir faire telle chose ». Et bien du coup, on va, voilà, à partir de son lieu d'habitation, chercher ce qui existe et personnaliser vraiment. Parce que enfin, nous, la Seine-et-Marne et notre secteur est grand. Voilà, je ne vais pas proposer la même chose à celui qui habite Ozoir-la-Ferrière qu'à celui qui habite Torcy. Parce que c'est important que ça soit vraiment très local et que l'accès soit facile pour qu'ils osent franchir le pas d'y aller. Alors, souvent, je franchis le premier pas avec eux. Il faut être des facilitateurs, comme je disais tout à l'heure. Et ils ont besoin, ils n'ont pas forcément tellement confiance en eux, voilà, c'est extérieur à l'ESAT, c'est nouveau. Ils ont besoin de ce petit coup de pouce et on peut l'être. Donc voilà, et progressivement, comme dans la majorité de nos accompagnements, on s'efface progressivement quand on sent le travailleur prêt. On a également déployé un rétro-planning afin de concrétiser nos objectifs dans le temps.
Parce que finalement, quand on sort de la formation, on a envie de faire plein de choses, on a plein d'objectifs. Et à un moment donné, c'est important de remettre chaque objectif à sa place et de voir crescendo comment on peut les mettre en œuvre. Donc voilà, le rétro-planning est vraiment un bel outil de travail pour voir quelles sont les priorités et peut-être avant tel objectif, qu'est-ce qui est essentiel à mener en amont, etc., etc. Et puis, on a commencé à réfléchir à un livret d'accompagnement pour les travailleurs. Donc, il en existe effectivement sur la médiathèque et on souhaite se saisir de ce support-là et se l'approprier en fait à partir de ce qu'on ressent comme besoin auprès des travailleurs qu'on accompagne. Donc, l'idée, c'est que ce guide, enfin ce livret, se situerait vraiment à la fois comme un guide et puis un support aussi dans l'arrêt du travail. On souhaite par ailleurs aussi mettre en place des groupes de parole pour préparer l'avenir après le travail en partant des représentations des travailleurs ainsi que de leurs attentes, de leurs souhaits. Ce qui est intéressant avec le groupe de parole, c'est que Pierre va dire, ce que Pierre va dire, en fait, ça va faire écho à ce que Thomas pensait, mais qu'il n'osait pas dire ou ne savait pas comment il pouvait formuler son idée. Donc chacun des participants au groupe de parole va venir se nourrir de ce que l'autre va dire, encore une fois. Et puis progressivement, on va s'autoriser parce que finalement, on va se rendre compte que ses collègues, finalement, vivent la même chose que lui. Et il n'a pas de honte à penser, à dire. Il peut tout à fait s'autoriser à se projeter maintenant sur ça. Donc voilà, les groupes de parole sont intéressants parce que ça vient démystifier cet avenir après le travail. Nous allons aussi continuer de proposer des formations sur la retraite à destination d'un petit groupe de travailleurs. Mais désormais, on va le faire avec un avenir après le travail. Parce que l'intérêt d'un avenir après le travail, c'est que le programme, il est vraiment au plus près des besoins des travailleurs. Parce que le fort atout d'un avenir après le travail, c'est aussi d'être très au fait de toute la législation en vigueur et de toutes les dernières nouveautés liées à la réforme de la retraite de cette année. Et donc, c'est important aussi de pouvoir avoir des réponses très concrètes sur les changements pour les travailleurs dorénavant. On envisage également de travailler aussi autour de la paire et danse, avec notamment un témoignage d'un travailleur ayant pris sa retraite pour partager son vécu et encore une fois démystifier ce passage. Et enfin, à terme, on souhaite organiser une rencontre annuelle à destination des travailleurs concernés et de leurs familles, curateurs, pour toujours une fois démystifier et anticiper leur projet d'arrêt du travail. Vraiment, l'anticipation est importante. Vouloir la veille ou un an avant travailler ce projet, ça peut être vraiment très violent. C'est vraiment important de prendre le temps, de l'anticiper, doucettement mais sûrement. Alors, peut-être pour finir, ce qui peut être intéressant, c'est de connaître un petit peu les premiers effets sur les travailleurs qu'on a accompagnés dans cette démarche. D'abord, je dirais que le sujet est moins ou plus tabou, et ça c'est important. Les travailleurs aussi perçoivent l'importance de commencer à en parler tôt, pour être accompagnés progressivement. Travailler le relais pour éviter l'isolement. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Vraiment éviter les situations d'isolement, qui sont des vraies maltraitances. Et donc, on a vraiment une action de lutte et de prévention contre cette maltraitance. C'est aussi par l'anticipation et par cet accompagnement sur l'après-ESAT, une occasion de valoriser leur carrière. C'est important. Ce sont des personnes qui ont eu des parcours difficiles et qui ont besoin, dès lors que c'est possible, de les valoriser. Et valoriser leur carrière, si courte soit-elle, elle a été une belle expérience et elle a été vraiment pour eux une occasion de démontrer des compétences sur un temps. Et ces compétences, ils peuvent les transposer dans d'autres domaines, sur l'après-ESAT.
on aime bien quand ça peut avoir du sens, aussi valorisé par un autre dispositif que certains connaissent certainement en étant en ESAT, c'est différent et compétent, qui vient valoriser les compétences professionnelles. On l'a fait dernièrement avec un travailleur qui souhaitait voilà, partir en retraite début 2024. Et donc, on l'a accompagné sur 2022-2023 sur différents et compétents. Et on a ressenti vraiment chez lui une fierté d'avoir accompli cette carrière professionnelle. Et c'était un peu différent et compétent, et cette montée sur scène, cette valorisation, un peu la cerise sur le gâteau de sa carrière à l'ESAT. Et donc, on en est très heureux quand on voit qu'on arrive aussi, même sur les derniers temps de vie professionnelle, à avoir cette satisfaction pour eux de la réussite professionnelle et d'un autre passage, une nouvelle vie qui s'ouvre à eux. Et en confiance, parce que ça a été travaillé suffisamment en amont. Les autres effets, c'est que les travailleurs, il y a une prise de conscience progressivement aussi qu'il n'y a pas d'âge pour prendre sa retraite, pour arrêter de travailler. Et que c'est vraiment un projet personnel qui est lié à multiples facteurs. Et c'est un projet qui doit être respecté. C'est important. Et les travailleurs sont aussi surpris sur tous les possibles qui s'ouvrent à eux selon leurs besoins, leurs centres d'intérêt. Quand on commence à les accompagner, qu'on fait des recherches ensemble, en fait, eh bien, je pense à Eric, là, dernièrement, qui me disait « Ah oui, mais ça, j'y avais pas pensé. Ah, mais il y a ça qui existe, mais ça, c'est dans ma ville. Mais c'est super, c'est trop bien. Ah, mais ça me plairait trop d'aller les rencontrer. Ah, ben oui, Marie, en plus, si tu peux m'accompagner, c'est super. Enfin, je me sentirais plus à l'aise. » Et on y va et on prépare et voilà. Mais effectivement, rencontrer ne serait-ce que plusieurs associations, ça prend du temps. On ne fait pas, en tant qu'animatrice retraite, cet unique accompagnement, on a d'autres casquettes. Voilà, dans l'accompagnement, enfin moi en l'occurrence en tant que coordinatrice de projet. Donc voilà. Et puis, c'est important, en fait, qu'il y ait des allers-retours, que le travailleur puisse mûrir, prendre du recul par rapport à une expérience, une visite, etc. On ne brusque pas les choses, surtout pas. Ils ont besoin de temps. Et puis, je crois que la meilleure manière un petit peu de traduire les effets sur les travailleurs, c'est peut-être de vous partager un court extrait du témoignage d'Éric. Alors, veuillez nous excuser, le témoignage a été très spontané, sans préparation. J'ai eu la double casquette de caméraman et d'intervieweur sans être habituée à la mission. Donc voilà, c'est ce que c'est, mais ça a le mérite voilà, de rendre un petit peu concret par le témoignage d'Éric, que je remercie de s'être prêté au jeu. Donc, je vous propose d'écouter ce petit extrait qui dure 2 minutes à peu près. Donc Eric, là on arrive à une partie déjà de l'accompagnement qui s'est déroulée avec la partie administrative, la rencontre avec la CNAV, votre dossier qui a été envoyé. Si vous vous rappelez au début de notre accompagnement et aujourd'hui, comment vous vous sentez par rapport à ce projet retraite? Un peu mieux quand même, mais au début c'était un petit peu difficile, quoi. Ça m'a tellement un peu turlupiné, quoi, parce que quand on s'y attend pas, quoi, on sait pas qu'est-ce que c'est et tout. Hein, faut dire aussi, à l'âge de 53 ans aussi, qu'est-ce que l'avenir peut nous réserver. Hein, c'est pas quoi faire. Hein. Faut trouver de l'occupation. Du coup, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression d'être lâché dans l'inconnu, comme vous pouviez le dire au début, ou maintenant, c'est plus clair quand même, la retraite, le dossier administratif Le dossier administratif, c'est plutôt ma mère qui l'a beaucoup plus lu que moi, parce que moi, je ne connais pas tellement ce genre de procédé, moi. Hein, c'est elle qui a vu exactement le dessus, quoi. Sinon, je pense qu'elle a fait le nécessaire et légalement de son côté, comme elle a fait partir le dossier. Hein. Ok.
Est-ce que vous voulez dire autre chose par rapport à cet accompagnement retraite? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est nécessaire et qui vous a justement permis d'être plus serein pour votre fin de carrière à l'ESAT? Est-ce que vous pensez que ces entretiens ont été utiles et que c'est important de le faire régulièrement pour pouvoir mûrir votre projet? Qu'est-ce que vous conseillez? Pour moi, il a été beaucoup plus pratique qu'il soit fait avec une personne qui soit capable de m'accompagner, que de me débrouiller tout seul, parce que sinon, j'aurais jamais pu le faire tout seul, ce dossier-là. D'accord. Il a fallu que quelqu'un m'accompagne, dessus. Bon, Eric, on se donne rendez-vous dans une semaine pour continuer ce projet retraite? D'accord. Merci Eric pour votre témoignage. Voilà, merci, merci Eric, merci Marie de rendre un petit peu du coup, visible et lisible, voilà comment ça se traduit après une année, hein, c'est ça là de lancement de la démarche. Puis on voit qu'en fait après les outils ne cessent de, de grandir et il y a plusieurs pas mal d'outils qui se mettent au fur et à mesure en route. Merci Marie, merci Eric du coup de votre disponibilité pour répondre dans ce webinaire. Il nous reste un petit quart d'heure. Du coup, l'idée, c'était de vous donner aussi justement la parole, vos questions, vos interrogations, vos besoins de compléments, en tout cas, sur à la fois cette expérience. N'hésitez pas du coup à lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Et puis si vous n'avez pas accès à votre micro, n'hésitez pas surtout à poser votre question dans le chat. On la posera à l'oral pour tout le monde directement. Et Gwenaëlle et Marie pourront y répondre. On a été si clair que ça. Il n'y a aucune question. Tant mieux, hein. London. Ah, on a Jacqueline qui lève la main. Vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Je voudrais savoir c'est magnifique ce que vous avez raconté tous, c'est formidable. Mais je voudrais savoir s'il y a une situation particulière pour des gens qui ont été en ESAT après avoir été en milieu ordinaire. Parce que très souvent, on vit les transitions de façon négative et donc c'est vraiment une question pratique. Moi, je sais que par exemple, ma fille, qui est dans l'angoisse en ce moment terrible, je lui dis, mais puisque tu as mal au genou, tu peux retourner en ESAT, puisqu'elle a été en ESAT, puis en milieu ordinaire. Eh ben, elle veut pas retourner elle veut pas aller en ESAT parce que c'est vécu comme un échec. Alors que, ça c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est plus une remarque pas très, très gentille. C'est qu'elle a fait beaucoup de FALC en tant que, non pas bénévole, mais en tant que prestataire de service à la CNSA. Et elle demandait un poste à la CNSA. Et vraiment, elle est baladée, on ne lui répond jamais. C'est-à-dire vraiment, elle vit ça comme, dites-moi si c'est non ou si c'est oui, mais elle n'a jamais l'interlocuteur. Alors, juste, est-ce qu'il y a un service particulier par rapport à l'embauche à la CNSA de personnes justement handicapées? Parce que franchement, les traiter comme ça, c'est pas très bien. Voilà, merci. Et en tout cas, bravo pour ce webinaire parce que c'est extrêmement intéressant et j'inviterai, je sais pas qui, mais on invitera l'un de vous pour les Journées mondiales de la trisomie 21 sur le vieillissement. Merci. Je propose peut-être de répondre par rapport à la première question. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, vas-y Marie, oui. Par rapport, quand vous parlez de quelqu'un qui travaille dans le milieu ordinaire et vous vous interrogez sur un retour en ESAT pour des raisons de santé, effectivement, ça peut tout à fait se faire, mais j'aurais tendance déjà à travailler
Elle dépend encore de l'ESAT ou pas? Non, Non, non. d'accord. Mais en tous les cas, les entreprises, quand une personne est en situation de handicap, elles ont aussi un devoir d'aménagement du poste de travail. Donc, je vous encouragerai à voir avec la médecine du travail dans quelle mesure il peut y avoir un aménagement du poste. Voilà. Pour la seconde question, je laisse Gwenaëlle. Alors, je vais répondre aussi à la première parce que je trouve intéressant. Nous, ce qu'on va préconiser le plus possible, en fait, c'est que justement, là, quand Marie disait, faut pas attendre la retraite finalement pour s'y préparer, c'est aussi justement que on va faire en sorte en fait que les personnes elles puissent expérimenter un maximum de choses en fait avant d'y être. Voilà, donc d'avoir et du coup expérimenter les choses qui vont continuer. C'est-à-dire que, par exemple, d'être dans un club de retraités, de pas forcément attendre d'y être, voilà, de commencer pour, à un moment donné, vérifier qu'en fait, ça me correspond. De la même façon que sur des questions de logement. Ça permet des transitions douces. En fait, on voit que aussi, alors ça c'est par expérience, mais par exemple, on connaît, alors selon les départements, je ne sais pas comment ça se nomme, mais en tout cas les sections annexes, par exemple, sur lesquelles en fait on va pouvoir dire son temps de travail, son activité, atelier alterné, enfin voilà, ça porte différents noms, ça c'est dans d'autres endroits. En fait, on va voir que celles qui sont vraiment profitables à la retraite, c'est finalement celles qui vont proposer des activités plutôt finalement à l'extérieur de l'ESAT. Ce qui fait qu'à un moment donné, je suis déjà dans des activités, alors pas forcément avec des retraités, mais dans un centre social, dans la vie associative, tout ça, et que du coup, cette section annexe, en fait, elle va orienter déjà le fait de pouvoir vivre des choses. Et après, j'ai envie de dire, la transition retraite se fait beaucoup plus aisément. De la même façon qu'en fait, dans un avenir après le travail, on va connecter finalement les personnes aussi avec les ressources autour du logement. Alors, c'est pareil, sur notre département, ça ne pas toujours le même nom, mais en tout cas, le terme générique, par exemple, c'est les clics, voilà, les euh, centres d'information et de coordination locale qui permettent d'avoir aussi connaissance des ressources, faire part, voilà, quand on disait les personnes, par exemple, quand elles sont en difficulté à la retraite, elles ne savent pas vers qui se tourner. Ben, voilà, ça, c'est des ressources locales. Mais pour ça, c'est pas simplement de l'avoir intellectuellement ou d'avoir l'info ou d'avoir juste un post-it sur chez soi. C'est bien de pouvoir être connecté de la même façon sur les questions des ressources, enfin, ou des démarches administratives, de pouvoir être connecté avec un France Service. Enfin, vous voyez, il y a sur, en tout cas, les différentes thématiques. L'idée, c'est de pouvoir déjà d'être en lien, qui fait qu'à un moment donné, les choses, elles se passent beaucoup plus, voilà, plus facilement. Alors après, j'ai des exemples, mais qui me viennent en tête. J'aurais pu vous passer d'autres films aussi avec des personnes, par exemple, qui du jour au lendemain ont dit je pars en retraite, mais parce qu'en fait, la veille, elles avaient été dans une association qui leur avait dit je vous attends, par exemple. Et ben, ça avait été le déclencheur, vous voyez. Donc, en fait, c'est de créer vraiment toutes ces opportunités, à la fois opportunités de rencontre, de pas flécher, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, nous, où les gens, ils veulent aller. Mais par contre, en fait, on crée des animations qui donnent l'occasion d'avoir de la découverte. Et après, c'est les personnes qui, du coup, à partir de ça, disent, moi, j'ai vu des choses, ça m'intéresse. Enfin, voilà. Donc, c'est leur laisser, c'est pouvoir leur donner la main, en fait, sur ces différents aspects. Et puis, pardon, sur la deuxième question, euh, alors, j'ai des contacts à la CNSA, mais enfin, peut-être pas celui que vous attendez. Je ne sais pas, je peux voir. Enfin, en tout cas, la CNSA nous a beaucoup soutenus un temps. Euh, euh, je vais essayer de me renseigner. Voilà. Puis, je vais voir, mais c'est une grosse institution, la CNSA. Donc, il faut avoir le bon interlocuteur. Mais oui, ça y est. Pardon, vous m'avez. Ça y est, je pense à des gens dans mon réseau. Du coup, vous m'enverrez un mail et puis j'essaierai de, alors, c'est pas moi qui pourrais y répondre, mais je vais essayer d'agir avec le réseau, justement. Ça serait la bonne illustration que le réseau, ça sert à quelque chose. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres?
Oui, pardon, Madame Guillot. Hop. Bon, alors moi, c'est une question assez rapide et très pragmatique, pratico-pratique. Sur l'adhésion, donc il y a 1 000 € par an pour l'association, enfin, pour une association en elle-même. Vous disiez qu'on pouvait avoir accès donc, à 3 formations annuelles de 5 jours. 3 formations dans le sens, la même formation pour 3 personnes. C'est ça, c'est ça. La formation pour 3 personnes. Voilà, donc là, tous les frais pédagogiques sont pris en charge. Il restera juste une contribution aux frais de repas. Voilà, il y a des repas et puis il y a une location de salle. Enfin voilà, donc en gros, les 5 jours, ça revient à 225 € aujourd'hui par personne. C'est un forfait, mais qui comprend les repas, la salle. Voilà. Aujourd'hui, nous, on a fait le choix là de prendre en charge, à notre charge, en fait, les frais pédagogiques. Par contre, ça ne donne pas lieu à remboursement, puisqu'en fait, là, on fait de la formation sans passer par un organisme de formation. Voilà, mais c'est pour que ce soit le plus accessible possible. Au-delà de 3 formations, si votre association dit, mais nous, on a un besoin urgent de former au-delà de 3, c'est possible. Mais du coup, nous, dans un souci d'équité, en fait, on va demander une contribution financière, là, de 350 €. C'est pour qu'en fait, du coup, derrière, nous, ça nous permette, en fait, éventuellement, de pas faire 4 à 5 sessions, mais d'en faire plus, d'aller chercher aussi des formateurs du réseau interrégional. Voilà, mais c'est juste dans un esprit que tous les services de l'association puissent être accessibles à tous. Voilà, c'est juste dans ce souci-là. Donc, il y a possibilité de former bien au-delà de 3 personnes aussi, mais avec une contribution financière. Mais je crois que c'est 350 € les 5 jours, donc ça reste encore aussi raisonnable. D'accord. L'idée, enfin, je ne sais pas si vous l'aurez compris, enfin, dans ce que je disais, c'est que nous, on est vraiment une coopérative. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ça serve, voilà, on parle d'offres associatives, mais c'est surtout voilà, on n'est pas en mode prestation, mais surtout en mode, voilà, coopération, et de faire en sorte qu'en fait, finalement, là, que ce soit les associations, enfin, en tout cas, puis en premier lieu, les personnes concernées, mais que derrière ça, ce soit les associations qui puissent, en fait, s'équiper dans cette démarche d'accompagnement. D'accord. Et petite question liée à ça aussi, mais bon, je pense que vous n'allez pas dévoiler en tout cas votre plan de formation, mais est-ce que pendant ces 5 jours de formation, vous parlez réellement des dossiers retraite? Oui, alors on a, je regarde Marie, elle hoche de la tête. Voilà, on passe plus de 3 heures en tout cas, et puis après on fait des jeux aussi pour pouvoir un peu répéter, enfin voilà, vérifier qu'en tout cas c'est bien compris. Mais effectivement, enfin on a un module de 3 heures en fait voire on déborde en fait. Initialement il fait 3 heures, mais il y a tellement de questions que souvent on dépasse. Et puis après dans le réseau, on va surtout aussi animer, vous proposer aussi parce que voilà, c'est la législation, c'est un sujet voilà complexe et en plus il est en plein mouvement, particulier en ce moment. Et du coup, en fait, en tout cas, nous on a sollicité la CNAV là aussi pour proposer par exemple des temps de visio, d'échange dans lesquels les personnes peuvent poser leurs questions. Marie posait aussi, enfin présentait les visios qu'on a en interne. Ça me permet aussi de recueillir aussi les questions, de pouvoir éventuellement y répondre si on est en capacité, nous, d'y répondre en tant que réseau, ou alors de solliciter notre réseau de caisses de retraite quand les questions sont pointues. Voilà. Mais en tout cas, c'est un sujet alors qui sert souvent de porte d'entrée. Voilà, on sent que même pour les travailleurs, il faut d'abord avoir débloqué un peu voilà, combien je vais toucher, à partir de quel âge j'ai des droits, et à partir de là, les autres thématiques peuvent venir. Donc forcément, on y attache de l'importance, mais on sait aussi que c'est pas la seule thématique, et du coup, on va aussi, bien entendu, travailler sur les autres. Merci. Oh, il y a des mains qui se lèvent. Madame Delot. Oui. Par rapport au réseau du coup dont vous parliez, est-ce qu'il a déjà été envisagé d'organiser comme une sorte de forum départ à la retraite avec plein de partenaires qui pourraient expliquer ce qu'il est possible de faire pour nous aider aussi à leur donner des idées de projets? Et là, on a pu voir que le bénévolat, effectivement, c'est quelque chose qui peut intéresser. On n'a pas toujours l'information de ce qui existe au niveau du territoire. Et finalement, si quelque chose pouvait être organisé et porté par vous, peut-être que ça pourrait nous aider tous à orienter. Alors là, on va avoir différentes échelles en fait merci de cette proposition. C'est-à-dire qu'en fait, là, quand j'ai présenté le parcours de préparation en retraite en lien avec des acteurs locaux,
Localement, nous, on va vous aider dans la méthode, enfin tout ça, à le mettre en œuvre. Et puis surtout, vous ne serez pas toute seule. S'il y a d'autres associations là qui sont aussi dans la démarche, on va avoir une dimension locale. On peut avoir des dimensions plus larges. Par exemple, en Normandie, c'est ce qu'ils font. Ils organisent à l'échelle de département aujourd'hui des forums retraite. Aujourd'hui, c'est un choix. Enfin voilà. Et du coup, comme toute association, on peut mettre des choses en œuvre dès l'instant où ça répond. Voilà. Alors quand on dit on peut mettre des choses en œuvre, en fait, on va vous accompagner dans la mise en œuvre. Voilà, on n'est pas, comme je disais, on fait pas de la prestation. Par contre, on va faire de l'accompagnement, puis on va y amener toutes à la fois nos compétences, nos ressources, notre réseau, voilà, dans la démarche. Et du coup, ça peut prendre différentes formes. Effectivement, là, en Normandie, eux, ils le font à l'échelle départementale. Si on est sur une échelle locale, ça correspond tout à fait à la dimension d'animation de territoire. Il disait que Marie présentait en disant, voilà, là aujourd'hui, ils ont démarré par de l'accompagnement individuel, mais très rapidement, enfin là, on a des projets en fait aussi, voilà, par exemple, de découverte, de rencontres avec, par exemple, l'association France Bénévolat, enfin voilà, des rencontres en tout cas qui vont permettre de développer des projets sur différentes dimensions. Et ça prend des fois des aspects de forum. Alors nous, on a des expériences comme ça. On sait que les forums en format classique, les personnes, elles nous disent que ça leur correspond pas toujours, parce qu'en fait, voilà, il y a beaucoup d'informations écrites, visuelles, enfin, etc. Et il faut rentrer en contact, voilà, il y a une distance avec les tables, enfin, tout ça. Nous, on a inventé aussi d'autres types de forums qui ont beaucoup intéressé d'ailleurs les partenaires de l'avancée en âge, parce qu'on a proposé des modalités complètement différentes. Alors, juste comme ça, on les a appelés speed dating, par exemple, dans lequel il y a vraiment des rencontres en tête-à-tête pour pouvoir vraiment échanger. Après, il y a des prises de rendez-vous. Enfin, voilà, on a, en tout cas, à l'écoute de ce que nous disent les personnes, on réinvente aussi des modalités, en fait, facilitatrices. Voilà, par exemple. C'est des expériences qu'on peut aussi reprendre sans difficulté. Alors, l'ADAPI 77, pardon, j'ai oublié votre nom, excusez-moi. Je réactive le son, voilà. Madame Gou, de l'ADAPI 77, ouais. Donc, bon, moi, j'ai bien été attentive à tout ce qui se faisait autour de cet avenir après le travail, donc dans l'accompagnement administratif des dossiers de prise en charge de retraite, d'activités post-travail, les GEM et autres associations qui peuvent exister. Mais je rejoins un petit peu la directrice générale de l'association EVA qui parlait aussi de nos travailleurs vieillissants. Alors, vieillissants, à partir de quel âge on parle de vieillissants? Effectivement, ça peut être 40, 50 ans, enfin, peu importe. La préoccupation que nous avons majeure, effectivement, c'est la sortie d'un foyer d'hébergement parce que pour ceux qui sont en foyer d'hébergement, ceux qui sont en logement autonome, c'est un autre sujet. Mais pour les personnes qui sortent de foyer d'hébergement, à partir du moment où ils sortent de l'ESAT, ils sortent des foyers d'hébergement. Et les places en foyer de vie sont rares, sont très rares. Souvent, ces personnes veulent rester dans l'environnement qu'ils connaissent, puisqu'ils ont travaillé 10, 20, 30 ans au même endroit. Et puis, actuellement, on a aussi des personnes qui peuvent aller en EHPAD parce qu'il y a des EHPAD qui proposent des unités un peu plus spécialisées pour des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est une belle avancée parce que ça n'existait pas auparavant. Néanmoins, les places sont aussi très, très limitées. Donc voilà, nous, on est un petit peu coincés, si je peux me permettre de dire ça de cette façon, sur nos personnes. En fait, on les maintient en ESAT le plus longtemps possible, malheureusement, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a pas de solution au final à la sortie des ESAT et des foyers d'hébergement. Ça, c'est une vraie problématique. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on va sur l'habitat inclusif, l'habitat partagé en inclusion, et c'est des bonnes choses, mais ça n'existe pas partout, dans toutes les régions. Enfin bref, voilà. Je voulais savoir si au niveau de votre travail, vous avez aussi cet accompagnement pour trouver une solution
qui correspond en fait aux attentes de la personne accompagnée, parce que finalement, voilà, s'il y a une place au nord d'un département alors qu'elle a toujours travaillé dans le sud du département, je parle pour le 77, elle se retrouve à 2 heures de son lieu de vie habituel où elle a toutes ses relations amicales, familiales et autres. Donc en fait, on la décentralise un petit peu et on l'exclut finalement d'une vie après le travail. Donc voilà, c'était ma réflexion ce soir après votre présentation, qui est très bien, hein, il n'y a pas de souci, mais voilà. On a cette réelle problématique. Donc, qui est réel, hein, je conviens. Alors, un avenir après le travail, mais on n'est pas promoteur. Enfin, voilà, on va pas être sur le. Enfin, quand je dis promoteur, pardon, c'est en fait, on va pas créer là des structures, tout ça. Après, par contre, surtout ce qu'on va. Enfin, comment dire ça? Vous parliez, enfin, la personne précédemment parlait de forums, par exemple. Nous, ça nous est arrivé, là, par exemple, sur des territoires, d'organiser des mini-forums dans lesquels les personnes allaient découvrir déjà une diversité aujourd'hui une diversité de services, à la fois dans le champ du handicap, à la fois dans le champ personnes âgées, d'aller dans de la rencontre tête à tête, accompagnée par des professionnels ou par des familles, enfin, voilà, selon les mandataires, et puis du coup d'essayer aussi des fois d'imaginer un petit peu des combinaisons de différentes choses, voilà, des choses un peu modulaires. Maintenant, et en fait, on s'est rendu compte, en fait, aussi des effets, de la façon aussi, des fois, d'imaginer des choses. On a des personnes qui, au départ, voilà, envisageaient pas d'autre chose que le foyer de vie, puis finalement, ont découvert des différentes, des ressources. Alors, je peux pas, enfin, comment dire ça, elles sont tellement propres, en fait, à la fois aux politiques aussi départementales, à des choses qui sont portées par les départements notamment, parce que là, pour le coup, c'est une question là, qui relève beaucoup des politiques du conseil départemental. Mais on a aussi des rencontres régulières, justement, avec le conseil départemental, enfin, alors, en Ile-de-France, pas encore, hein, mais enfin, en tout cas, dans les réseaux là, que l'on développe. Alors, enfin, sinon, on a déjà commencé là, sur le département des Yvelines, mais dans lequel, en fait, on essaye d'apporter aussi, enfin, auprès du conseil départemental, un certain nombre d'éclairages, justement, sur cette nécessité aussi d'offres diversifiées, et puis aussi de faciliter des fois un petit peu les combinaisons. Voilà, parce que on a vu dans le film, des fois, les politiques sont très, très, très parallèles. Et juste là, pour en revenir, on vient d'être soutenu là par la Fondation de France sur un appel à projet personnes âgées pour aider aussi les personnes à un moment donné. C'est un outil qui va se construire, là, notamment pour à la fois présenter aussi les choses qui existent là en vidéo, mais aussi d'avoir un outil de recueil en fait des aspirations, des habitudes de vie des personnes, en fait, pour que ça soit aussi leur outil à elles, et quand elles vont aussi à la rencontre alors d'une offre, j'en conviens, qui est pas très nombreuse, mais aussi qu'elle puisse être beaucoup plus dans la possibilité aussi de dire, tiens, bah, il y a des aspects qui sont importants pour moi ou pas. Enfin, voilà, de pouvoir recueillir aussi plein de choses, en fait, de ses habitudes de vie, voilà, qu'elles vont exprimer, mais pour justement se dire, bah tiens, ce foyer de vie-là, alors je sais pas, je prends souvent l'exemple pour qu'il soit parlant, par exemple, si pour quelqu'un, par exemple, c'est important d'aller chercher une baguette de pain le matin au petit déjeuner, ben, à un moment donné, si ça aussi, ça apparaît un petit peu et qu'il a pu construire ça dans sa préparation à la retraite, à un moment donné, justement, si c'est une recherche d'établissement, bah, ça orientera aussi la recherche d'établissement, parce que c'est peut-être quelque chose qui est important. Alors pardon, hein, peut-être que ça peut paraître désuet, mais pour nous, c'est important aussi d'accompagner aussi ce recueil-là, et que la personne, après, bah, puisse confronter aussi voilà, avec des fois l'existence. Oui, madame. Ah, votre micro est coupé. Je vous ai dit merci. Ah, pardon. De la même façon que l'autre dame a parlé de 2 voies parallèles,
Je dirais que la retraite, la personne qui va être retraitée, ça se prépare non seulement de tout ce que vous avez dit, mais aussi sur le plan de la santé. Et je voulais savoir si dans les expériences que vous avez réussi à constituer un groupe, parce que c'est pas un médecin, un groupe de médecins qui accompagnent le vieillissement pour une meilleure santé au cours du vieillissement. Parce que à une API, il y a des symptômes très, très différents. Mais voilà, ça manque parce qu'encore une fois, ça se prépare la santé de la personne vieillissante. Alors, j'ai quelques suggestions, mais voilà, je voulais vous demander si vous avez pu déjà amorcer ça. Alors en fait, aujourd'hui, et ça c'est dans les expériences là, du réseau, ce qu'on a beaucoup développé, en fait, c'est l'accès déjà aux actions de prévention santé, notamment qui sont développées par la politique du bien vieillir, donc autour de la conférence des financeurs. Et c'est quelque chose d'ailleurs sur lequel on travaille après avec les conseils départementaux pour lever, par exemple, pour les barrières d'âge. Parce que, par exemple, des fois, c'est des actions qui sont accessibles qu'à partir de 60 ans. On fait, nous, un travail en amont, voilà, pour lever cette barrière d'âge et du coup permettre à des personnes, quand elles sont encore accompagnées dans le travail, c'est plus facile, du coup, d'organiser l'accès, en fait, à ces actions-là, à ces différentes actions de prévention. Et puis, alors du coup, l'accès voilà, aux actions de prévention. Et puis, on travaille aussi, par exemple, beaucoup là avec les centres d'examen de santé, que ce soit l'Agir Carco, la CPAM, enfin tout ça, pour notamment aussi aider les personnes à identifier sur quoi justement il va falloir être attentif dans un suivi de santé à la fois présent, mais aussi futur, par exemple. Et du coup, aider alors les personnes puis leurs accompagnants aussi, justement, à un moment donné, à alors après, on n'a pas de pôle médecin, enfin, etc., etc. Mais déjà, l'idée, ça va être de s'appuyer sur ces ressources-là, qui sont aujourd'hui des ressources pour tous les futurs retraités, pour toutes les personnes, en fait, déjà, à pouvoir y accéder. Et à partir de là, très certainement, et on le voit, ça permet en tout cas déjà aussi parce que la simple consigne va voir ton médecin, elle est pas suffisante. Voilà, donc c'est de pouvoir, par exemple, aider. Et aujourd'hui, on travaille notamment avec les centres d'examen de santé. Et d'ailleurs, c'est le travail qu'ils font aujourd'hui pour toutes les populations. Ils identifient que même l'examen de santé n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il faut pouvoir accompagner. Alors, ils commencent à le faire à distance, en fait, les personnes dans des programmes, en fait, dans un suivi aussi individualisé à distance qui fait suite à l'examen de santé, par exemple, pour dire, rappeler la personne, est-ce que vous avez été voir tel spécialiste? En fait, ils vont faire un travail aussi d'orientation, etc. Et ils sont aujourd'hui beaucoup plus à destination, ils ont des obligations dans ce sens-là, des populations à risque de vulnérabilité. Voilà. Donc, du coup, c'est des partenariats qu'on développe en fait, qui se présentent, au réseau et sur lequel on tâche d'y travailler. Votre micro est coupé. Est-ce que vous êtes en relation avec les gens de déficience? C'est dans les maladies rares, la partie déficience. Alors, déficience, c'est S, mais c'est toutes les maladies rares liées à une déficience intellectuelle, ce qui est en gros quand même le fonds de commerce un peu de l'API, des API. Ça vaudrait la peine je sais pas, je leur dirai à l'occasion, mais ça vaudrait la peine de prendre vos contacts. Merci. Alors, on m'a donné aussi le contact, effectivement, des centres d'appui, la maladie, enfin, centre de recherche et appui, je crois, maladies rares. Enfin, voilà, moi, j'ai pas eu encore le temps parce que moi, je suis arrivé il y a 6 mois, puis on a déjà posé là un petit peu toutes les bases. Mais vous voyez, en fait, enfin, vous donnez aussi des pistes. Et l'idée d'un avenir après le travail, en fait, c'est de les développer, toutes ces pistes à un moment donné d'action et de les donner, en fait, comment dire ça, et de les donner à développer, finalement, à un moment donné, avec les acteurs, d'expérimenter des choses. Et après, une expérience qui est menée localement, bah, elle peut être, si elle a été concluante, intéressante, en fait, c'est de la partager avec les autres réseaux, parce que finalement, comment dire ça, très souvent, enfin voilà, on va se rencontrer que les partenaires ont aussi finalement aussi des possibilités de travailler en réseau et du coup eux-mêmes vont nous ouvrir des portes sur d'autres territoires. En tout cas, c'est comme ça que
depuis une douzaine d'années, on pratique. Alors après, Marie Bosquet disait, bah voilà, on s'y prend à l'avance. Ça veut dire aussi qu'on n'arrive pas à mener toutes les expériences sur tous les territoires, mais en tout cas, on fait en sorte qu'il y en ait le plus possible. Et d'ailleurs, chaque territoire, souvent, va prendre un peu une action pilote et ensuite va justement faire retour là dans les. Bosquet parlait des réunions d'animateurs retraite et c'est l'occasion justement de dire, ah ben nous, avec tel partenaire, on a développé telle et telle chose, ça a fait ça, etc. Et qu'après, ça puisse voilà, se développer ailleurs. C'est le principe. Alors, peut-être je vois qu'il est 18h45. Voilà, je vous redonne la parole. Oui, comme je vois qu'on déborde bien et que c'est plusieurs d'entre vous, il commence à faire noir. S'il n'y a plus de questions, donc on va vous envoyer de toute façon le lien replay, le lien vers le site d'un avenir après le travail, et puis des contacts si vous souhaitez si vous souhaitez aller plus loin, poser des questions sur les adhésions ou en tout cas ce que propose un avenir après le travail, et que vous n'avez pas pu en discuter pendant ce temps-là. Ce sera le cas dès demain, normalement. Et puis, on vous dit à bientôt. Merci encore pour votre participation et à bientôt.